Bonjour, donc nous sommes ici pour une petite heure ensemble. Nous sommes le 17 mars 2021 et il s'agit d'une audition dans le cadre de l'actualisation et de l'approfondissement du programme L'avenir en commun de la France insoumise. Je suis Karine Fischer, je co-anime le groupe thématique enseignement supérieur et recherche et nous travaillons actuellement à cette réactualisation, cet approfondissement sur le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, ses modalités de fonctionnement, les missions qu'on lui assigne, les moyens d'en faire un service public digne de ce nom, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective, mais aussi de transformation sociale et écologique. Nous nous intéressons également au contenu et aux méthodes et aux approches de l'enseignement à tous les niveaux, et c'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité auditionner Jean-Loïc Lequelec. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes anthropologue, diplômé de l'école pratique des hautes études et docteur en anthropologie, ethnologie et préhistoire, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous étudiez l'art préhistorique, particulièrement africain et saharien, et vous vous intéressez à partir de là, plus largement, en mythologie, récits sur le monde au sens large, de toutes les époques et de tous les pays. Vous en direz davantage dans un moment. Je précise simplement que vous participez à des travaux collectifs qui portent l'idée de l'anthropologie pour tous, et que vous êtes intervenu ces dernières années dans les médias pour plaider en faveur d'un enseignement anthropologique. Et donc, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, pourquoi c'est important. Et je vous propose de faire cette audition en 3 temps. Un retour d'abord donc sur ce qu'est l'anthropologie, ses outils, ses méthodes, les connaissances qu'elle apporte, puis la question de la place de l'anthropologie dans la société et dans l'enseignement, quels enjeux sociaux elle soulève, quel intérêt, et puis pour terminer, qu'est-ce qu'on devrait changer, en quoi ça peut relever de l'action politique, à quel niveau, dans quel domaine. Donc on a une petite heure, donc ce sera évidemment quelques pistes pour terminer. Voilà, donc on va démarrer, si vous voulez bien. Et je vais vous demander donc de nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'anthropologie, à votre avis, et comment vous la concevez. D'accord, bon. Alors, bon, c'est évidemment, qu'est-ce que c'est que l'anthropologie? C'est l'équivalent de la question, qu'est-ce que sont les mathématiques? Qu'est-ce que c'est que la physique? Voilà, qu'est-ce que c'est que n'importe quelle science? Évidemment, en 5 minutes, c'est un petit peu difficile. Voilà. Et d'autant plus que on a des prénotions. On a tous en tête l'image un peu Tintin au Congo, hein, l'anthropologue habillé en blanc, qui travaille, qui explore des contrées lointaines avec des tribus hostiles, etc. On a ces images-là dans la tête. Il y a 1001 films, romans, bandes dessinées qui nous ont mis ça dans la tête. Et c'est l'image qui est pas fausse, enfin qui est pas historiquement qui n'est pas fausse, parce qu'effectivement, c'est vrai que l'anthropologue, c'est par définition celui qui quitte son pays, quitte sa culture, quitte l'endroit où il vit pour aller ailleurs, très généralement le plus loin possible, disons, et pour rencontrer d'autres gens qui parlent une langue qui au départ il ignore, qui ont une culture complètement différente, et pour devenir un petit enfant en fait, apprendre tout ce qui lui est possible d'apprendre de la culture dans laquelle il se trouve, pour ensuite revenir et témoigner de ce qu'il a vu. En fait, ce que je viens de dire là, déjà, c'est un petit peu erroné, puisque ça, c'est déjà un travail qui n'est pas exactement celui de l'anthropologue, mais celui de l'ethnologue. Hein, l'ethnologue étant celui, on distingue, alors c'est une distinction classique, évidemment, qui, comme toutes les distinctions classiques, il faut la dépasser, mais c'est quand même pratique pour commencer à réfléchir. On distingue l'ethnographe, donc c'est celui qui va chez un peuple qui n'est pas le sien, et puis qui va graphier, qui va écrire, qui va prendre des notes. Il a son petit calepin, maintenant un magnétophone ou une caméra, et puis il va noter tout ce qu'il peut, les noms des plantes, enfin tout ce qu'il peut observer, les dimensions des ustensiles, les coutumes de mariage, tout ce qu'il peut, il note. Et puis, avec tout ça, il fait une monographie. Donc, l'ethnographe, c'est celui qui note. Chez les Dogons, il y a une cérémonie avec un masque. Lors de la sortie des masques, il y a un masque qui est devenu célèbre maintenant, qui est le masque de l'ethnologue. Et c'est un masque qui représente Marcel Griaule, et il est représenté assis sur une chaise, évidemment, parce que, voilà. Et il a un casque colonial, et il a
un calepin et un crayon. Voilà, c'est le masque de l'ethnologue. C'est ça l'ethnographe. L'ethnographe, ensuite, il publie, alors, jadis sous forme d'un article monographique ou un livre monographique, l'essentiel de ce qu'il a compris, de ce qu'il a vu. L'ethnologue, ensuite, est supposé faire la même chose, mais en élargissant le point de vue, en faisant un peu un zoom arrière. Autant l'ethnographie va s'intéresser à une culture particulière, autant l'ethnologue, disons, il est supposé s'intéresser à un groupe de cultures, à une grande zone du monde, à une grande région, non pas un village, mais un peu plus large. Voilà. Mais en gros, il fait le même travail, mais avec un début de travail comparatiste. Disons ce que ses collègues ethnologues ont noté dans tel village, est-ce que dans le village d'à côté, ça vaut aussi? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a des nuances? Puis dans le village d'à côté, puis dans la région, est-ce qu'on peut tirer une image générale? Ça, c'est donc l'ethnologue, sachant que ce travail prend beaucoup de temps. D'abord, il faut apprendre la langue. Hein, maintenant, on sait bien qu'utiliser des interprètes, c'est pas très bon pour ce genre de travail. Il faut apprendre la langue. Déjà, ça c'est long. C'est des langues non écrites, sans dictionnaire, sans grammaire. Il faut tout faire soi-même. Bon, et donc généralement, on fait pas ça 36 000 fois dans sa vie. On le fait une fois. Rares sont ceux qui l'ont fait 2 fois, rarissimes les personnes qui l'ont fait 3 fois. Et donc, après avoir fait ce travail, la personne qui l'a fait devient le ou la spécialiste de tel peuple. Alors vous avez Françoise Héritier qui a été la spécialiste des Mossi. Elle a été ethnologue chez les Mossi. Philippe Descola, c'est les Achuars. Chacun son territoire que les ethnologues appellent terrain. Bon. Ensuite, que fait l'anthropologue, lui? L'anthropologue, il est un peu plus en chambre, si vous voulez, en fauteuil. C'est un peu de la recherche en fauteuil, puisque lui, il va compulser tous ces travaux-là pour essayer de voir sa question de fond. Au fond, c'est de dire, bon, tout ça, c'est très intéressant. Ça montre une infinie variété de peuples, de langues, de coutumes, de traditions, etc., de façons de faire, de façons de voir le monde. Qu'est-ce qu'il y a en commun? D'abord, ça c'est même une mauvaise question. La question au préalable, c'est y a-t-il quelque chose en commun? Qu'y a-t-il de commun dans l'humanité? Et ceci, depuis les origines jusqu'à nos jours, est le plus largement possible. L'humanité, c'est-à-dire l'humanité vraiment, depuis qu'il y a des humains sur Terre, jusqu'à aujourd'hui inclus, partout. Alors évidemment, c'est beaucoup, disons. Hein. Et donc c'est à la limite impossible, mais c'est quand même ça la tâche de fond de l'anthropologue. Alors évidemment, ça c'est une façon de voir théorique. En réalité, c'est un peu celui qui se dit anthropologue, il fait un peu de tout ça. Il commence par faire un terrain bien précis à un endroit précis du monde, parce qu'on ne peut pas étudier le monde comme un terrain. Donc il faut bien commencer quelque part, aller voir, apprendre une langue ou 2 ou 3, enfin essayer de voir un peu, de s'immerger là-dedans. Et puis il fait ensuite de la bibliographie, il contacte des collègues pour élargir son propos, il devient ethnologue, et puis ensuite il devient anthropologue. Voilà. C'est la démarche par exemple de Lévi-Strauss, puisque c'est celui qui est le plus connu du grand public, qui a commencé par être d'abord prof de philo, bon. Et puis, puisque ça c'est très important, pourquoi il était d'abord prof de philo? Parce qu'il n'y a pas de formation. Parce que tous les anthropologues sont des autodidactes, à quelques exceptions très récentes, mais tous les grands noms, j'ai parlé de Françoise Héritier, c'est une autodidacte. Elle a une formation, oui, mais en égyptologie. Philippe Descola, il a une formation, oui, mais en philosophie. Bon. En fait, n'importe quel grand ou grande anthropologue dont on puisse connaître le nom, c'est toujours quelqu'un qui n'a pas eu de formation d'anthropologie, qui est autodidacte, et puis qui, à un moment donné, pour X raisons, s'intéresse à l'anthropologie. Et cet intérêt pour l'anthropologie, en fait, je pense qu'il peut être universel et ne pas concerner que les anthropologues, tout simplement pour une raison très simple. C'est qu'est-ce que ça veut dire anthropologie, au fond? Anthropos, alors ça parle grec, évidemment, parce que quand on fait le savant, évidemment, on s'arrange pour employer des mots, parce que c'est le jargon, bon, mais c'est pas très compliqué non plus, puisque logos, c'est le terme qui désigne un discours, et on utilise ce mot pour désigner des sciences, donc il va y avoir psychologue, il va y avoir géologue, hein, tous ces mots en log on connaît, donc anthropologue, on voit bien que ça va être une science, et on voit bien que toutes ces sciences sont des discours rationnels, scientifiques, argumentés, sur ce que désigne la première partie du mot. Hein. Voilà. Donc géologue, c'est celui qui tient un discours sur la première partie, c'est Gaïa, j'ai la Terre. Bon, voilà. Donc on voit bien. Anthropologue, c'est donc quelqu'un qui va tenir un discours sur l'humain, en général. Voilà.
Et donc d'un seul coup, on découvre, rien que par ce mot, que, ah bon, il y aurait une science de l'humain. C'est ce que dit le mot. Il existe donc une science de l'humain. Qui en a entendu parler à l'école? Qui en a entendu parler à l'école primaire, évidemment? Qui en a entendu parler au collège? Qui en a entendu parler au lycée? Et même qui en a entendu parler à l'université, à moins de, par mille hasards de la vie, se trouver parmi l'infime minorité des gens qui se trouvent à faire peut-être une maîtrise d'ethnologie. Bon. C'est-à-dire quasi personne, quoi. Hein. Donc, or, quand même, euh, toutes les sciences sont importantes, et bien d'accord, toutes les sciences sont intéressantes, mais si par hasard on découvre qu'il existe une science qui serait la science de l'humain, une science de l'humanité, peut-être que moi je me dis que ça pourrait intéresser tout le monde. Et je m'étonne, je ne suis pas le seul, je ne suis pas le premier, hein, mais comme disons, il y a quand même des gens qui s'étonnent que y aurait une science de l'humanité et qu'elle est enseignée nulle part. Je ne vais pas dire on nous cache tout, mais enfin quand même, quoi, c'est quand même curieux. Comment se fait-il qu'une chose aussi importante, qui peut-être pourrait être aidante, ça pourrait peut-être nous aider nous en tant qu'humains tous, et puis aussi ça pourrait aider les politiques, ça pourrait aider, je ne sais pas moi, beaucoup de gens qui interagissent avec d'autres humains. C'est quand même assez fréquent comme situation. Donc, comment se fait-il s'il y a une science qui s'occupe de ça et qui cherche à élucider ce qui se passe dans les rapports humains, entre groupes humains, dans l'ensemble de toutes les variétés possibles de l'humanité, comment se fait-il que cette science ne soit enseignée, en gros, nulle part? Et alors, ça, c'est quand même une question massive. Et donc, là, je court-circuite avec la dernière de vos questions, évidemment, qui est, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue politique, de ce qu'on peut améliorer dans la société, disons, même sans faire un énorme effort, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses aillent mieux? Ça me semble être une chose qu'on pourrait faire assez facilement pour que les choses aillent mieux, c'est prendre en considération simplement le fait qu'il existe une science de l'humanité. Alors après, d'accord, on peut discuter très longtemps même sur qu'en est-il de cette science, qu'en est-il du savoir qu'elle nous apporte ou pas, y a-t-il des débats internes, est-ce qu'il y a des consensus ou est-ce que ça se chamaille entre spécialistes là-dedans, donc si ça se chamaille trop, est-ce que vraiment moi ça m'est utile qui ne suis pas spécialiste? Toutes ces questions se posent, mais elles se posent pour toutes les sciences. Et moi, je dirais en fait, parce qu'une opposition aussi qui pourrait être faite, ce qu'on pourrait rétorquer, c'est dire, bon, d'accord, c'est sûr, c'est intéressant, mais comme tout est intéressant, et l'anthropologie, c'est sûrement très intéressant pour les gens qui s'intéressent à l'anthropologie, mais bon, on va quand même pas, à l'école primaire, fabriquer des anthropologues. Enfin, c'est pas le but de l'école primaire non plus. Hein. Alors, certes, je suis entièrement d'accord, mais je compléterai en disant que le but de l'école primaire n'est pas non plus de faire des mathématiciens, or on y fait des maths. C'est pas non plus le but de l'école primaire de faire des littérateurs et des romanciers, or on fait des dissertations, on apprend à écrire des trucs. C'est pas non plus le but de faire des historiens ou des géographes, or on fait de l'histoire et de la géographie. Donc le but, c'est pas de faire des anthropologues. Alors si dans le tas, il y a des gens qui deviennent anthropologues, moi je serais le premier à être très content, tant mieux, mais c'est pas du tout ça le but. Le but, c'est de dire que de s'arranger pour que, en étant passé par l'école, sans avoir fait une longue carrière scolaire, aller jusqu'au doctorat, mais simplement l'école telle que tout le monde l'expérimente, et bien sortir de là en sachant au moins déjà que il y a une spécialité, il y a une discipline qui s'intéresse à l'humanité dans son ensemble, et avoir une petite idée de comment cette discipline fonctionne et de à quoi elle peut être utile. Exactement comme pour l'histoire. Voilà, les gens sortent de l'école, ils savent pas, ils sont pas historiens, ils vont pas faire des recherches, ils sont peut-être même pas capables de faire des recherches, pas aptes, mais ils ont quand même une petite idée de ce que c'est que l'histoire. Ils ont quand même une petite idée de à quoi ça peut être utile. Voilà, même si c'est des idées pas très précises. Il me semble que si on arrivait déjà à avoir l'équivalent de ça pour l'anthropologie, on aurait bien progressé. Voilà.
Bon, voilà, faut m'arrêter quand je suis bavard parce Non, mais que vous arrivez parfaitement à la suite logique de cette audition, puisque la question suivante, c'était précisément quels étaient les enjeux sociaux, le pourquoi, pourquoi faire. Donc vous étiez sur le point de parvenir à d'arriver à cette question-là que vous avez un petit peu déjà engagée. Mais donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour convaincre justement de l'intérêt? On peut peut-être lier ça aussi à la question des outils et de la démarche. Donc voilà, comment est-ce que vous convaincriez quelqu'un de prendre ce risque de chamboulement partiel des enseignements? Voilà, pourquoi faire? Alors, déjà, si je reprends mon image de départ, j'admets qu'elle est un petit peu caricaturale, mais pas tant que ça, hein, parce que si vous regardez les anthropologues, enfin, genre Philippe Descola, qui avait quand même la chaire d'anthropologie au Collège de France, et puis ses prédécesseurs, et Françoise Héritier, et d'autres, bon, je vais pas faire du name dropping, hein, mais bon, voilà, il y a beaucoup de gens actuellement quand même qui ont une œuvre considérable en France, notamment d'anthropologues, tous ont en commun cette démarche qui a consisté à s'en aller très loin, chez un peuple complètement inconnu d'eux-mêmes, et parfois complètement inconnu tout court, apprendre la langue, découvrir un monde autre. C'est ça le fond de la question. Et donc ça a été longtemps conçu comme, disons, la condition sine qua non, le rite initiatique de l'anthropologue. Voilà, pour devenir anthropologue, il faut faire du terrain, ce qui veut dire aller chez les Barouillas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aller chez les Bororo en Amazonie, etc. Bon. Alors oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Sauf que le monde change aussi et que maintenant, pour rencontrer des gens du monde entier, il n'y a pas forcément besoin de voyager dans le monde entier. Et qu'il se trouve qu'en beaucoup d'endroits du monde, c'est le monde qui vient à vous. Et tous les jours, nous voyons le résultat de cette situation. Des gens qui ne sont pas du tout préparés à des rencontres qui sont tout autres, pas que par la langue. La question de la langue peut être trompeuse d'ailleurs, parce qu'on peut parler la même langue et appartenir à une culture complètement différente. Évidemment que c'est pas connecté, c'est pas superposable, la langue et la culture. Hein. On peut apprendre une langue, apprendre une culture, c'est pas la même chose, pour une raison très simple, c'est qu'on a une seule enfance. Voilà. Et que la culture elle remonte à l'enfance, la culture, le fond de la culture. Hein. Et ça, on ne recommence pas deux fois. Voilà. Une langue, on peut recommencer toute sa vie, on apprend plein. On peut être plurilinguiste, ça existe. Pluriculturalisme personnel, ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que, partout dans les grandes villes, en tout cas, mais pas que dans les grandes villes, maintenant, partout, je rencontre des gens qui viennent de 1000 endroits du monde et qui ont 1000 représentations du monde complètement, qui peuvent être, pas forcément, mais qui peuvent être complètement différentes de la mienne. Et disons qu'on voit tous les jours que ça n'est pas sans poser des problèmes et que parfois ça a créé des heurts même, hein, et que parfois ça se passe pas bien. Et pourquoi ça se passe pas bien? Non pas à cause de la situation elle-même, c'est pas parce que le fait de rencontrer quelqu'un d'une autre culture complètement différente pose problème. Non, non, ce qui pose problème, c'est de n'y être pas préparé et de mal réagir à ça. Voilà. Et ce qui pose problème, c'est l'ethnocentrisme, c'est le fait de dire non mais l'autre là, ce qu'il raconte, mais c'est juste n'importe quoi. Enfin non mais franchement, je rêve quoi. Et alors les croyances, faut voir les trucs quoi. Bon voilà. Réagir comme ça, l'autre en face réagit évidemment de la même manière. Et donc, là, on est dans une situation de rencontre qui n'en est pas une et qui fait que rien ne va fonctionner et que ça, au mieux, ça va être glacial et au pire, ça va être un affrontement. Voilà. Il suffit d'ouvrir la radio, de lire les journaux pour voir que tous les jours, des gens dans le monde et ici, chez nous, s'affrontent, parfois très violemment, sur des questions de représentation du monde. Voilà. C'est proprement anthropologique.
proprement anthropologique. L'anthropologue, ce qui l'intéresse, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas qu'une seule représentation du monde active dans l'humanité, que chaque groupe humain a sa représentation, chaque humain, bien entendu, mais quand même, tout ça, ça fait des grands groupes, que chaque groupe humain a sa représentation du monde, et que ces représentations du monde, au fond, elles sont très souvent incompatibles. Très simple, on peut se dire, mais pourquoi il n'y a pas de raison? Mais si, il y a des raisons très simples, c'est que, pour prendre un exemple qui fait des ravages, si dans ma représentation du monde, je pense que le monde a été créé par un être supérieur, voilà, et que cet être c'est un Dieu, et ben c'est une représentation du monde, voilà, qui est assez répandue. Dire, voilà, il y a un Dieu qui a créé le monde, qui m'a créé moi, qui a créé le monde, et puis quand je vais mourir, il va se passer tel truc avec lui, etc. Donc un discours sur le monde, ça c'est ce qu'on appelle la mythologie, tenir un discours sur le monde. Et puis au même endroit, vous avez des gens qui vont dire, oui, enfin, en fait, des dieux qui ont créé le monde, il n'y en a pas un, ils étaient deux, c'était un couple divin qui s'est livré à telle et telle opération, ça a créé le monde. Et puis d'autres pensent que, ben non, pas du tout. C'est pas deux dieux ni un, c'est toute une famille de dieux, qu'il y en a beaucoup. Il y en a même parfois des dizaines, et puis d'autres vont dire, mais c'est pas des dizaines, c'est des centaines, et puis au Japon, on va vous dire c'est des milliers, etc. Et puis des gens vont dire, mais pas du tout, les dieux, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, il est évident, quoi qu'on pense, quelques réponses qu'on donne à cette question-là soi-même, il est évident que toutes les réponses sont incompatibles. C'est pas possible que ce soit à la fois un Dieu, à la fois deux, à la fois 12, à la fois 1000, 10 000 ou pas. Soit il y en a, dans les gens qui professent ce genre de choses, il y en a un qui a raison et tous les autres ont tort. Soit tout le monde a tort, ce qui est une très forte possibilité, je pense. Voilà. En général, ce que les gens pensent, c'est pas du tout que tout le monde a tort, y compris soi-même, c'est qu'on a raison et que c'est tous les autres qui ont tort. Voilà. Et ça, c'est une situation qui est hyper commune, quoi. Comment faire? Comment faire pour s'en sortir? Si on prend justement, qu'on parle de l'enseignement, les profs, beaucoup sont terrorisés par le simple, même l'idée, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui est rabâché par les médias sur la dangerosité d'aborder ce genre de questions. Il y en a qui sont terrorisés même à l'idée de commencer à aborder ce genre de questions. Parce que, évidemment, que si quelqu'un pense que c'est un Dieu qui a créé le monde et qu'il s'ensuit toute une ribambelle de conséquences, et qu'un autre pense que pas du tout, c'était un couple divin, jamais ils seront d'accord. Au mieux, on peut arriver à ce qu'ils discutent, qu'ils présentent des arguments, mais ce n'est pas du tout une question de démonstration, donc ça ne sert à rien. Et au bout du compte, celui qui pense qu'il n'y a qu'un Dieu, il continuera à penser, puis celle qui pense qu'il y en a deux, elle va continuer à penser qu'il y en a deux, puis ça n'aura servi à rien la discussion. Au mieux, s'ils ont bu des coups entre-temps, ce sera toujours ça de prix, mais ça ne sert à rien. Voilà. Et au pire, ça finit en pugilat. Donc, que faire? C'est comme ça, de toute façon, c'est comme ça. Il y a des gens qui pensent ce genre de choses, il y a des gens qui pensent le contraire, un autre truc. Et je prends l'exemple de la création, mais c'est vrai pour 1000 autres exemples, du point de vue des représentations du monde. C'est vrai aussi pour les représentations politiques et tout ce qui est de représentation du monde. Donc, comment faire pour s'en sortir? C'est-à-dire qu'on évite les questions qui fâchent, et on parle d'autre chose, de la pluie, du beau temps, du football, etc. Ça ne change rien, au fond. Les questions restent. Pour moi, il y a une solution, qui est la démarche anthropologique. Qu'est-ce que c'est que la démarche anthropologique? Elle est simple, en fait. Je schématise, évidemment. Il faudrait de très longs développements, y compris faire un peu l'histoire de l'anthropologie, etc. Mais en gros, pour que ce soit facile à percevoir et voir que c'est à la portée de tout le monde, c'est tout simplement faire un pas de côté par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire, pour continuer l'exemple que j'ai pris, disons, on va dire, méthodologiquement, savoir qui a raison, eh bien, on va s'en foutre. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas qu'on s'en fout vraiment, parce que personne ne s'en fiche réellement. En général, quand on pense quelque chose de cet ordre-là, on croit quand même qu'on a raison, ou on aimerait fortement avoir raison, puis on n'aime pas trop qu'on nous demande que c'est un peu n'importe quoi ce qu'on pense. Bon, donc, mais méthodologiquement, on va le faire. C'est-à-dire, on va faire l'école, c'est ça, c'est une parenthèse dans la vie, d'une certaine manière, et l'enseignement, c'est une parenthèse dans la vie quotidienne. Donc, on va profiter de cette parenthèse pour faire une parenthèse dans la parenthèse et dire, bon là, on ne va pas discuter de ça, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est pas que ça m'intéresserait pas de savoir ce qu'il en est réellement,
langue, c'est super important. Mais disons, méthodologiquement, par méthode, comme ça, on va dire, bon, on va laisser cette question-là de côté. Et on va faire autrement. On va étudier ça comme de la mythologie. Alors, pas la mythologie grecque, simplement mythologie au sens un discours sur le monde. Et donc, toi, ton discours sur le monde, là, qui nous dit qu'il y a un dieu qui s'appelle truc chouette, là, et qui a créé le monde en temps de jour, voilà, à telle époque, de telle manière, avec telle technique de création. Bon, raconte-moi ton discours, donne-moi ton discours. Ça m'intéresse, mais vraiment, ça m'intéresse. C'est pas c'est que ça m'intéresse. Raconte-le-moi, cette histoire. On aime bien les histoires, de toute façon, tous, les humains. Hein, donc, raconte-nous cette histoire. Voilà. Et une fois que tu as fini de raconter l'histoire, ben toi qui racontes une autre histoire, raconte-nous ton histoire, parce que peut-être on croit qu'on la connaît, mais on la connaît pas bien finalement. C'est toi qui la connais le mieux, ton histoire. Donc raconte-nous ton histoire. Et toi qui penses que tout ça c'est n'importe quoi, parce qu'en fait il y a des milliers de dieux qui chacun s'occupe d'un petit bout du monde, il n'y en a pas un qui a tout créé, tout ça. Bon, ben raconte-nous ton histoire. Et du coup ces histoires-là, on va les compiler. Et on va par exemple. Pardon, j'interromps une question que je me pose sur ça, c'est quelle serait la j'ai un écho. De celui qui n'aurait peut-être rien à raconter. Pareil, ce qui arrive très fréquemment quand on fait des enquêtes, par exemple, dans les... mais du coup, on n'aura pas le temps de tout aborder. Sur ce genre de questions, dans des lycées multilingues, si je peux dire, où il y a une quarantaine de langues parlées, ou parfois plus, hein, avant d'affronter ces questions-là, vraiment de les aborder de manière frontale, on a commencé par s'intéresser au vocabulaire. C'est-à-dire que tous les mots sont piégés, le mot même de religion est piégé, le mot de Dieu est piégé. Et donc, une première question, c'est de dire, toi, dans ta langue, comment tu dis religion? Toi, dans ta langue, comment tu dis Dieu? Comment tu dis déesse, comment tu dis diable, comment tu dis, ou est-ce que tu as un équivalent, enfin quelque chose, quoi, hein, si c'est pas exact, ou une phrase, enfin comment tu te débrouilles pour... voilà. Et on s'aperçoit très vite qu'il y a des langues dans lesquelles il n'y a pas de mots. C'est même la majorité des langues, entre parenthèses. Hein. Pour le mot religion, la majorité des langues du monde n'a pas de mots pour désigner la religion. Ça me semble quelque chose d'extrêmement important. Et le mot est emprunté généralement aux langues occidentales, partout dans le monde, mais c'est vrai en chinois, c'est vrai dans toutes les langues africaines, c'est vrai partout, grâce à la générosité des missionnaires qui ont diffusé le mot religion avec toutes les variantes, dans plein, ça a été adapté selon les langues, etc. Mais dans la plupart des langues du monde non occidental, religion, ça se dit, c'est un mot d'emprunt. Mais c'est pareil pour Dieu. Dans plein de langues du monde, il n'y a pas de mot pour dire Dieu. Donc dès qu'on fait déjà une enquête comme ça, qui est toute simple, et qui peut se faire avec des élèves de tous les âges, c'est bien d'avoir un linguiste sous la main, évidemment, c'est mieux, hein, ça aide d'avoir un linguiste, bon, comme dans toutes ces questions. Mais il n'y a pas vraiment besoin. C'est-à-dire que si on a compris la démarche de se dire, attends, avant de s'énerver sur... votre question m'a fait faire un détour, mais c'est la même chose par un autre chemin. Hein. Au lieu de s'énerver sur la question qui nous intéresse, là, on a envie de la prendre à bras-le-corps, cette question-là, on va mettre entre parenthèses et on va faire un petit détour, on va faire un pas de côté, on va prendre un chemin de traverse. Alors là, on prend le chemin de traverse du vocabulaire. Ce que j'avais commencé à prendre comme chemin de traverse, c'est l'histoire. Hein. L'histoire, c'est-à-dire, avec l'idée très simple aussi, c'est de comparer, c'est de dire, attends, ton histoire, là, vous avez tous raconté vos histoires, ça peut être des adultes, hein, ça peut être des élèves, quiconque, on peut faire ça comme un jeu aussi. Hein, vos histoires, moi il y a un truc qui me frappe, c'est comment on sait que c'est des histoires. Une histoire, comment ça commence? Parce que dans la vie, on cause tout le temps. Là, je suis en train de causer. Et si je commence à raconter une histoire, comment vous allez savoir que là, j'ai arrêté de causer normalement et que je raconte une histoire? Est-ce qu'il y a un signal? Quel est le signal? Est-ce que le signal, il est dans l'histoire elle-même? Ou c'est un signal extérieur? Et quand j'ai fini de raconter mon histoire, il y a un signal. Est-ce que le signal, il est dans l'histoire? Ou est-ce qu'il est à l'extérieur de l'histoire? S'il est dedans, c'est facile, on va regarder. Qu'est-ce qui montre que, c'est par exemple, jadis, ou il était une fois, ou au début du monde. Tiens, on sent que là, je vais parler d'autre chose que, dis donc, t'as vu, il fait vachement beau aujourd'hui, hein, ou passe-moi le sel. On sent qu'il va se passer autre chose que dans la parole.
Et donc ça, déjà, on peut repérer des choses comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a le début et la fin qu'on a repéré, on peut se dire, maintenant, ton histoire, elle se développe comment? Il y a un plan, enfin, je veux dire, il y a une progression, il y a des trucs qu'on ne peut pas enlever dans l'histoire sans qu'elle tombe, qu'on ne comprendrait plus rien. Il y a des enchaînements logiques, tout ça. Voilà, donc, du coup, il y a plusieurs parties. Combien? On peut se mettre d'accord là-dessus, c'est facile. Et puis, si tu me dis, il y a 5 parties, parce que voilà, il y a 5 parties, et puis je dis, pas du tout, moi j'en vois 4, on ne va pas se taper dessus. On va simplement reprendre l'histoire tranquillement, on va regarder, on va se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une partie, puis on va les compter. Puis normalement, on va arriver à se mettre d'accord. Ça, c'est facile. Et puis ensuite, on va se dire, maintenant, on compare toutes les histoires. Là, c'est marrant parce que dans toutes les histoires, il y a une partie commune. Par exemple, là, j'improvise n'importe quoi, mais mettons, il y a une partie commune. Tiens, c'est marrant. Pourquoi il y a une partie commune à ces histoires qui, par ailleurs, sont complètement différentes? Serait-ce que toutes ces histoires ont emprunté cette partie commune à une autre histoire qui n'a pas été racontée ici, mais qui existait avant, par exemple. Ou serait-ce qu'elle a été empruntée à des voisins dont on n'a pas parlé, mais qui existent. Ou serait-ce que, je ne sais pas, il y a plein d'hypothèses qu'on peut... voilà. Et en faisant ça, qui peut se faire avec n'importe qui, tranquillement, sous forme de jeu, d'un moment agréable à passer, eh bien, sans qu'on s'en aperçoive, et sans que personne s'en aperçoive, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à distance de sa propre histoire. C'est-à-dire qu'on a fait un énorme pas de côté sans s'en apercevoir, sans faire de grands discours sur la neutralité axiologique. Tout simplement, on le pratique. Et au bout du compte, une fois qu'on a fini ce travail, qui peut durer toute la vie, mais qui peut durer 1 heure de séance de cours, ou qui peut durer voilà, tout un atelier, si c'est avec des adultes, qui peut durer peu importe, ou une formation, si c'est pour former des profs, dans un plan académique de formation, par exemple, une fois qu'on a fait ça, tout le monde aura compris, parce que c'est learning by doing, tout le monde aura compris parce qu'on vient de le faire, qu'en faisant ça, on se fait prendre au jeu, on est pris au jeu, et que c'est rigolo parce que chacun échange, et puis chacun ramène son bout de sel, son bout de gras, et on a pris une distance soi-même avec ses propres représentations. Et prendre des distances avec ses propres représentations, c'est ça le propre de l'anthropologie, c'est ça le but de la démarche anthropologique, c'est ça l'essence même de la démarche anthropologique. Je profite de cette... Je ne sais pas si vous vous m'entendez bien, ouais. Oui. Je voudrais juste ramener ça, avant qu'on passe à la dernière partie, au titre d'une intervention de Barbara Cassin, pour vous demander éventuellement encore proposer un petit développement là-dessus. Elle parlait de compliquer l'universel. Oui. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire davantage, aussi peut-être en gardant à l'esprit le récit français le récit politique français tel qu'il peut être mis en avant sur cette dimension d'universalité. Voilà, comment vous aborderiez ça? C'est pareil aussi, je partirais du vocabulaire, c'est-à-dire c'est quoi universel, parce que ça fait partie de tous ces mots simples, hyper simples, tout le monde comprend, pas besoin d'ouvrir son dictionnaire, on le connaît le mot, qui sont complètement piégeux, parce que chacun va mettre derrière des trucs qui ne sont pas forcément les mêmes. Et déjà, là, il faudrait une séance pour expliciter le terme, quoi. Alors, du coup, si on parle de Barbara Cassin, ça fait partie de ces mots qu'elle appelle les intraduisibles. Voilà, qui sont évidemment traduisibles, on est bien d'accord, et qu'on peut traduire, mais intraduisibles au sens où il faut se défier de les employer, les traduire à la va-vite, ou de penser qu'on les a compris a priori, comme le mot religion que je donnais un exemple tout à l'heure. Il faut s'en méfier parce que ils sont peut-être faussement universels, et le sens que nous lui donnons, le sens que moi je lui donne, que vous lui donnez, ou que tel groupe lui donne, c'est pas forcément justement un sens universel. Et peut-être que chacun a derrière la tête quelque chose de particulier. Alors évidemment, pour justement la question d'universalité, si ça touche, donc si on a en arrière-plan, derrière, comme ça, si on a dans la constellation de mots qui tournent autour, si on a droit de l'homme ou laïcité ou des choses comme ça, donc disons une intention d'universalité, au sens de généralisation, ce qui est déjà une nuance qui
qu'il est intéressant d'élucider, on n'a peut-être pas forcément les mêmes choses dans la tête, quoi. Moi, je commencerai donc par ça, hein, pour parler de l'universel. Et du coup, moi, je pense que l'apport de l'anthropologie, c'est toujours de prendre une distance par rapport à sa propre vision des choses, par rapport à ses propres représentations. Et pour prendre un exemple simple sur cette question d'universel, souvent les anthropologues, on leur reproche en fait de s'être trop intéressés au particularisme. Parce qu'évidemment, le travail, c'est un travail comparatiste. Donc, si on compare deux choses absolument identiques, la comparaison n'est pas très fructueuse, hein, d'accord. Bon, donc ça jaillit quelque chose qui va élucider un peu la situation. Si on compare des choses qui sont différentes, c'est les différences qui vont parler, hein, voilà. Donc c'est ça la démarche. Bon, mais du coup, il y a un petit défaut, enfin, disons un tropisme, une tendance qui va être de s'intéresser que aux différences. Et du coup de les valoriser, enfin de trouver ça super intéressant et de s'exciter un peu sur les différences et d'en faire quelque chose de très important et peut-être l'unique chose importante qui soit. Bon. Et je pense qu'il y a un petit peu ce défaut-là et que en fait, quand on cherche la bibliographie, par exemple, quand on cherche dans les travaux, c'est pas évident de trouver des travaux qui parlent des universaux. La question des universaux, c'est une vieille question. C'est un terme aussi un peu, du coup, c'est pas l'universel, c'est un terme compliqué un peu pour dire que, disons, les humains, on voit très bien que c'est hyper varié, hyper divers. Dès qu'on, n'importe quoi, on regarde les mariages, les coutumes de mariage, mais c'est incroyable. Bah, les religions, on a vu, c'est incroyablement varié. Bon, les langues, tout ça, c'est tout varié. Qu'est-ce qu'il y a d'universel? Ce qu'on appelle les universaux, c'est, y a-t-il des trucs qu'on va trouver chez tous les peuples humains qu'on connaît? Parce qu'il y a tous ceux qui sont disparus avant qu'on les étudie, mais enfin ceux qu'on connaît. Et donc on peut se dire, ah, ça c'est peut-être propre à l'humain. Bon. Moi j'ai un exemple très simple, par exemple, et pareil, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui rejoint, je pense, enfin j'espère, la question telle que vous la posez, c'est la question des rituels d'adresse. Les rituels d'adresse, c'est simplement quand un humain rencontre un autre humain, ce qui arrive souvent, qu'est-ce qu'il fait? Vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Rien? Ou quelque chose. Bon, si vous faites quelque chose, quoi? Vous tendez la main, vous tendez les deux mains, vous faites une courbette, vous vous roulez par terre, qu'est-ce que vous faites? Vous asseyez, vous l'embrassez sur la bouche, vous l'embrassez sur les joues, le nez, bon, qu'est-ce que vous faites? Faites quelque chose ou rien? Et si oui, faites quelque chose, quoi? C'est pareil, quand on regarde, on voit bien que c'est d'une variété infinie. Je viens de donner quelques exemples, sauf se rouler par terre, qui sont tous des exemples réels, mais il y en a bien d'autres, et rien que serrer la main, c'est hyper compliqué. Combien de temps? C'est bien joli, serrer la main. Combien de temps? Du bout de la main, comme ça, juste comme certaines personnes font, en serrant la main comme ça à deux mains, en mettant l'autre main par-dessus, tel point que l'autre il est en train d'essayer de vouloir enlever sa main, puis qu'il attend que ce soit fini. Bon, 1000 façons. En tournant la main comme ça, en embrassant le dos de la main de l'autre, etc., ou en faisant embrasser le dos de sa propre main, en faisant le mouvement alternatif. Bon, 1000 façons. Et donc, et rien du tout. Et on a en mémoire, par exemple, les scandales provoqués par les gens qui refusent de serrer des mains, notamment la main d'une femme, dans certains cas d'école, si je peux dire, au sens propre du terme. Et voilà, tout le monde s'est engouffré dans ce truc-là, sans réfléchir. Sans réfléchir que, par exemple, dans toute l'Amérique du Nord, quand on rencontre quelqu'un, ou quand un homme rencontre une femme, il ne lui serre pas la main. Mais jamais, c'est hyper mal poli. Enfin, c'est un truc hyper familier, enfin, ça se fait pas, quoi. Voilà. Et que je sache, l'Amérique du Nord, l'ensemble de l'Amérique du Nord, c'est quand même pas une contrée particulièrement islamo, ce qu'on veut. Ouais. C'est sans doute qu'il y a d'autres raisons. Voilà. Et sans doute que c'est compliqué. Et il y a 1000 autres exemples. Moi, ce que je dis, c'est que peu importe les opinions personnelles, chacun, évidemment, a son opinion sur ces questions-là, et ses coutumes, ses rituels, sa propre façon de faire, bien sûr. Mais peut-être si on fait un pas de côté, et qu'on prend un temps de parenthèse pour réfléchir et se dire, oh là là, attends, on va pas s'énerver non plus tout de suite, là, hein, on va attendre un peu, puis on va dire, bon, on s'en fout en fait de savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On va regarder ce qui se fait et comment ça se fait et pourquoi. Et on s'aperçoit que là-dedans, il y a un truc universel
C'est quoi le truc universel? C'est qu'il y a des rituels d'adresse. Ce qui nous différencie, et ce qui fait qu'on est prêt à se taper sur la figure, c'est en fait ce qui nous réunit. Parce qu'il pourrait très bien ne pas y avoir de rituel d'adresse. Quand je parlais tout à l'heure de la création du monde, qui est un truc hyper important, on voit bien, pas la peine de donner d'exemple, c'est hyper présent, qu'on le veuille ou non. Bon. Mais moi, je me dis que c'est toutes les différences dans cette façon de voir cette question-là font que ça se tape sur la tête partout, qu'il y a des guerres, que ça dure depuis des millénaires, que apparemment c'est pas prêt de finir, que ça va de la rencontre interpersonnelle, au sein de l'école, ensuite de tous les niveaux de la société, jusqu'au peuple, aux nations, etc. C'est une catastrophe absolue, quoi. Or, cette chose qui différencie au point que ça finisse par créer des guerres, c'est ce qui nous réunit, en réalité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on pourrait s'en foutre. Parce qu'à la question « le monde a-t-il été créé ?» on pourrait très bien dire « non mais qu'est-ce que c'est que cette question ? Mais qu'est-ce que ça change ? Mais alors là, vraiment, ça c'est le genre de question, on s'en fiche. Il y a 1000 autres questions plus urgentes. Il y a plein de trucs à régler avant celui-là. Donc on pourrait s'en fiche. Et on ne s'en fiche pas, et je pense que c'est ça dont il faut prendre conscience avant toute chose, que c'est ça qui nous réunit. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, après le reste, ça devient juste subsidiaire. Alors j'aurais envie de vous emmener encore plus loin en vous posant la question des raisons de la guerre. Et est-ce que c'est vraiment une question de méconnaissance de l'autre ou de conflit sur le récit mondial du monde, ou est-ce que c'est voilà des méthodes d'appropriation et la dimension économique, quoi. Mais bon, on va peut-être pas aller là-dedans. Bien sûr, oui, évidemment, oui. L'un n'empêche pas l'autre, oui. Parce que l'appropriation économique, elle est quand même bien plus facile si les autres sont des êtres inférieurs qui ont des idées sur le monde complètement stupides et qui vivent en pleine mythologie, alors que nous avons la science. Bon, voilà, donc on peut faire le lien assez facilement entre les deux. Ouais. Mais on va passer à alors vous avez déjà évoqué certains éléments dans le troisième point qu'on devait aborder sur la question de l'action politique, tout simplement dans la dimension de l'enseignement primaire et secondaire, le fait même d'avoir une approche programmatique qui ferait qu'on pourrait ajouter cette dimension-là, sans nécessairement d'ailleurs peut-être que ce soit conçu comme encore un empilement à toutes ces disciplines, parce que finalement on imagine que ça pourrait s'inclure dans la lecture, aussi dans l'approche historique, etc. Est-ce qu'il y aurait d'autres aspects qui pourraient vous venir à l'esprit, qui relèveraient de l'action politique plus largement, pour faire advenir cette démarche anthropologique donc plus largement? Oui. Alors déjà, surtout pas ajouter une discipline supplémentaire, parce que déjà, on voit déjà le tollé que ça va être. Déjà, on n'a pas le temps pour faire des maths, alors si en plus, faut faire de l'anthropologie, bon voilà. Non, surtout pas. Et l'idée, c'est surtout pas d'introduire un corpus supplémentaire de savoir, lequel existe, lequel est intéressant. C'est pas du tout une défiance par rapport à ça ou quoi que ce soit du genre. C'est simplement que non, c'est pas ça qui est urgent de faire. C'est pas ça qu'il est utile de faire. Ce qui est utile de faire, c'est de mettre en œuvre cette chose-là. C'est pas de devenir savant. C'est pas d'ajouter, disons, à ce qu'il est nécessaire cette idée de l'honnête homme. Donc il y a des trucs qu'il faut savoir pour être dans la société. C'est voilà des trucs qui embellissent l'esprit. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'anthropologie. On va la rajouter. Mais non, c'est pas du tout ça, du tout. Voilà. Et du coup, c'est même pas forcément la peine de la présenter sous ce nom, enfin d'ajouter un moment d'anthropologie ou je ne sais quoi. J'ai rien contre non plus. Si ça se fait, il y a des endroits où ça se fait, il y a des lycées et des collèges où ça se fait, ça se passe très bien et c'est agréable pour tout le monde et voilà. Mais l'idée quand même plus générale, ce serait d'introduire la démarche et d'introduire un minimum de connaissances sur
alors, mais très peu, enfin juste ce qu'il faut savoir pour comprendre comment ça fonctionne, simplement, du côté des profs déjà. On l'a expérimenté en certains endroits avec le plan académique de formation, sur une base de volontariat évidemment, ou dans la série des formations pour les profs. Vous avez des tas de trucs du genre s'initier à Excel, formule sur Excel, ou à parler en public, ou je sais pas quoi du genre. Bon, et anthropologie pour tous, voilà. Donc formule qui est pareil énigmatique, mais il y a pas mal de profs qui se sont inscrits et du coup qui ont initié cette démarche-là avec une partie théorique, mais qui s'est réduite à une demi-heure. Une heure, voilà, simplement pour dire voilà comment ça a commencé, qu'est-ce que c'est que l'anthropologie, en gros. Si vous voulez en savoir plus, voilà la bibliographie. Parce qu'on sait bien que le but, c'est pas de faire des anthropologues, voilà. Et donc, c'est de savoir un peu que ça existe, c'est quoi le but, comment ça fonctionne, un peu l'histoire, comment ça s'est passé, depuis quand ça existe. J'en ai pas parlé là, mais tout ça, ça peut être abordé simplement, très vite, et de manière éclairante pour la suite. Et dans quel but? Alors, si c'est pour améliorer le monde, ce que j'espère, et avec disons, en utilisant le levier politique, par exemple, le plan de formation des profs, formation des profs encore plus large, formation des profs, ça me semble une priorité absolue. Voilà. Tout simplement pour une raison, alors il n'y aura pas le temps de développer non plus, mais qui sont les profs et qui sont les élèves? On n'est plus c'est fini les hussards noirs. Hein, la situation a un petit peu changé. Le pays a un petit peu changé. Les profs sortis de la campagne et les instits voilà qui sont sortis de leur milieu au mérite et qui veulent rendre à la société ce qu'ils ont acquis un peu par chance, hein, toute ces générations de profs et d'instits qui sont devenus avec les 3 étapes hein, les grands-parents paysans etc. Bon voilà et celui qui devient prof et instit et du coup il a à cœur de rendre bon, ça c'est un moment historique hyper important, qui n'est plus. Les profs, maintenant, dans leur majorité, ils sont plus issus, et de loin, du monde paysan, du monde ouvrier. C'est des gens qui... ils sont issus des classes voilà, moyennes, en tout cas, disons largement, hein, au sens très large, voilà. Et de cadres supérieurs, et voilà. Et ils ont comme élèves très souvent des gens qui, eux, sont très loin de ces classes-là. Dans le vocabulaire, dans le langage, dans tout, dans l'habitus, dans la façon de se comporter, dans les représentations du monde et tout. Et ça fait qu'on met ces gens-là ensemble dans un endroit, et puis on espère que ça va se passer bien, tout seul, sans rien faire, simplement parce qu'ils auront une licence de maths ou une licence ou une maîtrise ou maintenant un doctorat, parce qu'il y en a de plus en plus en histoire. Ben non, c'est juste miraculeux si ça se passe bien. C'est comme vous déposez votre voisin chez les Bororo, puis vous dites bah, salut, je reviens dans 2 ans. Non mais c'est juste, ça peut se passer bien, hein, c'est sûr. Et puis plein de fois ça se passe bien parce que les gens en gros sont quand même plutôt de bonne humeur, de bonne composition. Mais c'est miraculeux que ça se passe bien. Il n'y a aucune raison que ça se passe bien. C'est hyper compliqué en tout cas comme situation. Il me semble que quand même faire un peu d'anthropologie dans ce genre de situation, ce serait pas une mauvaise idée, parce que les représentations des profs et les représentations des élèves, eh ben c'est comme Philippe Descola qui arrive chez les Bororo ou les Strauss qui arrive chez les Nambiquara. C'est exactement pareil, quoi. C'est la même distance, quoi. À la langue près, puis encore, ça dépend des endroits. Donc, et on continue comme si de rien n'était. Ben non, il faut former les profs. Ça me semble une évidence. Je me demandais aussi si éventuellement ça pourrait être envisagé de manière plus large, alors parce qu'on parle de priorité. Donc il y avait la question de comment peut-être l'envisager de manière encore plus transversale et encore plus ambitieuse dans l'enseignement universitaire en général, quoi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Souhaitable, on suppose, puisqu'on parle d'anthropologie pour tous, mais voilà, comment est-ce qu'on pourrait peut-être l'imaginer si on voulait aller dans ce sens? Pour ça, moi je dirais que c'est pas urgent.
parce que les gens qui sont dans les universités, du côté des profs par exemple, enfin ils ont déjà passé, ça fait un petit moment qu'ils traînent dans le milieu de l'enseignement, hein, depuis qu'ils sont tout petits en fait. Hein. C'est des anciens bons élèves en général, bon, donc ils ont fait une carrière dans l'enseignement depuis l'âge de 6 ans, quoi. Bon, voilà. Donc, si on s'intéressait à eux quand ils sont profs d'université, c'est un petit peu tard, quoi. Il n'y a pas d'âge, hein, on est d'accord, mais du point de vue disons, de l'action sociale, d'agir sur la société, ça me semble un peu tard et pas du plus urgent. Et pareil pour les étudiants. Franchement, je dis. Il y a des étudiants qui font des études d'anthropologie, très bien, etc. Va y avoir, si on veut rajouter l'anthropologie, il va y avoir encore cette question de, on rajoute encore un truc et tout. Voilà, bon. L'urgent, c'est bien avant, puisque c'est acquérir une forme d'esprit plus qu'autre chose. Voilà. Il faut le faire le plus tôt possible. Il faut le faire le plus tôt possible, tout simplement parce que toute la vie est de plus en plus, vu comment évolue apparemment le monde actuel, on est confronté à d'autres personnes qui ont des représentations du monde, au sens le plus large possible, représentations différentes des nôtres. Si ça, c'est pas élucidé, si on est complètement démuni par rapport à ça, si on n'a rien, eh ben, ça conduit à des conflits. Voilà. Sans parler internation, simplement au rapport voilà, au quotidien. Hein. Et donc ça, il faut commencer tout de suite, tout petit, vraiment, le plus petit possible. Voilà. Et puis les petits deviendront grands, et le problème universitaire, un jour, il sera réglé de ce point de vue-là, si je peux dire. Voilà. Mais pour moi, c'est pas du tout une urgence. Voilà. Par contre, les profs, c'est une urgence. C'est une urgence justement parce qu'eux, ils sont dedans. Les profs, disons les profs de lycée, collège, et puis profs des écoles, ils sont dedans. Et la plupart du temps, vu d'où ils viennent, leur parcours, etc., nullement préparés à ça. Et ils sont en plein, et on le voit tous les jours, et en fait, on voit bien que parfois ça clash, et puis ça fait le bonheur de certaines émissions de télé, évidemment, et de certains médias. Leur représentation du monde est tellement différente des représentations de leurs élèves, comme ils n'y ont pas pensé, comme ils n'ont aucun moyen d'élucider cette apparente opposition. Et ben ça fait du conflit, tout simplement, et des jugements de valeur à l'emporte-pièce, etc. Alors, ceci dit, je veux quand même faire une toute petite parenthèse en disant je ne prône pas le relativisme absolu, là, hein, parce que c'est aussi un reproche qu'on fait souvent en disant oui, alors d'accord, toutes les opinions se valent, hein, d'accord, suffit de respecter toutes les opinions, etc. Non, je suis désolé, toutes les opinions ne sont pas respectables. Ça, c'est un truc de base. Toutes les opinions ne sont pas respectables. Et une fois qu'on a pris le temps de la parenthèse, qui est le temps de l'école souvent, hein, au sens large de l'école, où on se dit, attends, on va arrêter de se taper sur la figure là, sur des questions d'opinion, et on va voir comment tout ça fonctionne, parce que finalement, peut-être ça fonctionne de la même manière chez nous tous. Et c'est peut-être ça le plus intéressant, et peut-être au moins on y verra peut-être un peu plus clair. Voilà. Le temps qu'on fasse ça, bon, comme je disais, on fait un pas de côté, on prend un peu de distance par rapport à l'énervement qu'on peut avoir face à l'idiotie de ce que les autres croient. Bon. Quand on a fini la parenthèse, on peut croire tout ce qu'on veut. Il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire, chacun ensuite est absolument libre de ses opinions. Voilà. Le but n'est pas de parvenir à une espèce d'universel des opinions, justement, avec une bonne opinion qui serait universelle et qu'il faudrait, par cette ruse-là, essayer de faire advenir, ou extrême opposé de cette ruse-là, d'advenir au fait que toutes les opinions se valent et qu'il faut accepter toutes les opinions, parce que c'est comme ça, il faut les accepter. Ben non, c'est une autre question, ça, que je préfère pas aborder là, mais pour moi, c'est une toute autre question. La question importante, c'est d'être capable de prendre soi-même de la distance avec ses propres opinions, d'entreprendre à n'importe quelle échelle, l'échelle d'un petit enfant de 6 ans, l'échelle d'un étudiant, l'échelle d'un prof, peu importe, entreprendre une démarche anthropologique au moins pendant un certain temps et expérimenter soi-même et avec d'autres, parce que ça ne se fait qu'avec d'autres, on ne peut pas le faire seul, le fait de mettre entre parenthèses ses propres représentations pour les confronter à celles des autres, les comparer et du coup les élucider.
Gnotisséoton, hein, la fameuse inscription au fronton du temple de Delphes en grec, qui veut dire connais-toi toi-même, qui est l'injonction par excellence de la philosophie. Et dès qu'on fait de la philo, on apprend ce truc, si on connaît un truc de grec, c'est ça. Bon, c'est idiot. C'est juste idiot comme injonction. Il n'y a rien de plus idiot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se connaître soi-même par l'introspection et sous ce qu'on veut. C'est pas possible. On ne peut se connaître soi-même que par comparaison avec les autres, que par la rencontre de l'autre. Vous parliez de Barbara Cassin, elle a dit, par exemple, c'est évident pour les langues. Tant que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui parle une autre langue, ben moi je parle pas une langue, je parle. Je parle. Je découvre que je parlais une langue quand je rencontre un jour quelqu'un qui parle une autre langue. Donc il existe d'autres langues. Waouh! C'est un monde qui s'ouvre. Bon. Et c'est exactement la même chose pour quelque représentation que ce soit. Tant qu'elles ne sont pas élucidées par la rencontre et par la confrontation, pas le conflit, la confrontation avec d'autres représentations et d'autres personnes qui portent d'autres représentations, ma représentation n'en est pas une, c'est la vérité. Et ça, c'est pas bon. Même si peut-être que c'est la vérité quand même, j'en sais rien. Mais en être persuadé, c'est pas bon. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de notre heure, donc c'est toujours très frustrant parce que bien sûr, on pourrait encore continuer. Je vous remercie beaucoup. Je vais mettre fin à l'enregistrement. Et donc voilà, merci encore à vous. De rien.